Bonjour à toutes et à tous. C'est Paola Calanca de l'École française d'Extrême-Orient. Et avec cette communication d'aujourd'hui, je vous propose de préciser, avec ma communication d'aujourd'hui, je vous propose donc de préciser les grandes lignes de l'histoire maritime chinoise, en particulier de comprendre la façon dont l'espace maritime a été perçu, puis apprivoisé par le gouvernement. Ceci devrait aider à mieux comprendre la politique maritime adoptée par les différents gouvernements et la place que les Chinois y ont occupée. Il faut en effet souligner que l'importance politique et économique de la Chine a presque toujours été prépondérante dans l'ensemble de la région, c'est-à-dire sur une grande partie du monde maritime asiatique, principalement donc l'Asie de l'Est et l'Asie du Sud-Est. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais brièvement donner quelques renseignements sur le littoral chinois, ce qui permet de différencier au passage ces traditions nautiques et comprendre qu'il existait, au-delà de la Chine de la plaine centrale, d'autres Chines qui confinaient avec la mer. Cette côte s'étire sur quelques 14 500 km depuis le golfe de Bohai au nord et le golfe du Tonkin au sud. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer. La majorité du littoral septentrional présente une faible altitude, à l'exception de certaines chaînes montagneuses du nord-est et de la péninsule du Shandong, qui se prolonge jusqu'au rivage marin. Au sud du Yangtze, la côte est beaucoup plus irrégulière et présente au Zhejiang et au Fujian des lignes escarpées et rocheuses. Au sud de cette zone, les rivages deviennent moins accidentés, avec des reliefs qui s'estompent graduellement à l'approche du littoral. Celui-ci peut être divisé donc en 5 régions, grosso modo. La zone bordière de la mer Bohai au nord, donc une zone fermée, tout près de la, vous voyez, à l'ouest de la Corée. Une zone centrale définie principalement par le delta du Yangtze et la baie de Hangzhou, donc la région, vous voyez, Shanghai, grosso modo la région de Shanghai, entre Shanghai et Ningbo, avec l'archipel de Zhoushan qui est juste en face de Ningbo, qui est une des plus grandes zones de pêche de la Chine. La côte sud-est, centrée sur le Fujian, et qui comprend le sud du Zhejiang et l'est du Guangdong. Et pour finir, les rivages méridionaux qui s'étirent du delta de la rivière des Perles jusqu'aux confins du Vietnam. Les relations que ces différentes régions ont nouées avec l'étranger sont également variées. Au nord et jusqu'à la baie de Hangzhou, les échanges se font surtout vers la Corée et le Japon, tandis qu'à partir du Fujian, les routes maritimes sont plus nombreuses et mènent aussi bien vers les voisins du nord que vers les pays de l'Asie du Sud-Est. Parler du développement maritime de la Chine n'est pas une tâche aisée, car il s'agit de recomposer une histoire dont de longs épisodes ne se lisent qu'en filigrane, d'autres événements plus documentés par les historiens chinois, dont l'actualité se situait le plus souvent loin des rivages marins, jusqu'à vers la fin du premier millénaire après notre ère. L'évolution territoriale de ce que nous appelons de nos jours la Chine suit d'ailleurs ce même discours narratif continental. Le pays s'est tour à tour étendu et réduit en fonction des événements qui sont déroulés sur ses marches, influencés par les conjonctures intérieures et extérieures qui ont néanmoins fini par imposer la nécessité de l'accès à la mer et du contrôle des rivages qui s'en est suivi. Les régions du sud-est et du sud de la Chine, bien que conquises dès avant notre ère, ont en effet été assimilées tardivement à partir en gros de la dynastie des Song, et leurs réalités économiques et sociales ne sont ainsi que rarement mentionnées dans les sources avant cette période, et même après, difficilement. Il serait ainsi facile et rapide de reprendre les grands clichés que nous connaissons au sujet du caractère continental, voire terrien, de la civilisation chinoise. Toutefois, lorsque nous nous intéressons de plus près à la question, force est de reconnaître que la tradition navale chinoise relève, elle aussi, d'un temps long et qu'elle s'est enrichie au cours des siècles sans qu'il nous soit possible d'en détailler toutes les étapes. Une tradition qui est surtout due à l'apport des populations non-Han, des contrées méridionales donc, et qui se sont au fil des siècles mélangées avec des migrants Han, arrivés par vagues successives
effuyant donc les conflits et les désordres des régions septentrionales et centrales. Certains de ces peuples autochtones étaient d'excellents navigateurs et des auteurs de différentes époques ont tous attesté de leur habileté. Certaines des expressions employées dès le début de notre ère pour les caractériser confirment en effet la symbiose entre les habitants des côtes sud et sud-est de la Chine et l'environnement maritime dans lequel ils vivaient et travaillaient. Dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, le gouverneur général du Fujian décrivait de façon très lyrique la réalité des habitants de la côte et en parlant des pirates que ses troupes combattaient. Et il disait « Les raisons de leur force résident entièrement dans leur vie à bord des navires. L'eau est leur demeure, le bateau leur destin. Leur équipement est d'excellente qualité. En fonction de la direction et de la couleur des nuages, ils prévoient la venue des vents particuliers. Ils connaissent tous les secrets des airs et ne se trompent jamais sur ce point. Cela n'est pas que le propre des pirates, mais de tous ceux qui vivent dans ce milieu. Ils passent toute leur existence et ils célèbrent les naissances, les décès comme les mariages. » À la fin du XIXe siècle, le sinologue hollandais Jacob Maria Grote confirmait à nouveau donc cette symbiose des habitants avec l'élément marin et allait jusqu'à dire qu'en cas de crise majeure, donc quand il y avait des crises majeures sur le continent, en fait, les habitants de la côte, donc de la côte sud-est en tout cas, qu'ils soient pêcheurs ou paysans, se réfugiaient donc sur les navires. Et cette dernière observation nous en rappelle une autre, bien plus ancienne et qui remonte à Confucius, dans laquelle le philosophe exprimait son souhait de s'embarquer sur un radeau et de gagner la haute mer s'il n'arrivait pas à imposer sa pensée à un des princes. Cette remarque atteste non seulement de la prégnance de la mer également dans les régions septentrionales, Confucius était originaire du Shandong, mais également de son rôle d'espace refuge pour les personnes en rupture de ban avec les régimes politiques dans lesquels ils vivaient, d'où certainement une certaine méfiance du gouvernement envers l'élément marin, terre d'asile des éléments réfractaires à l'ordre établi. Et cette méfiance, on la ressent à toute époque. Hein. Au-delà de ces expressions, dont l'évolution de leur formulation atteste indubitablement de l'importance croissante de la mer dans l'économie du pays, la poursuite et l'enrichissement de ces traditions nautiques sont encore plus explicitement tangibles au cours des périodes de dislocation de l'Empire chinois, lorsque les populations locales ont structuré leur régime politique en royaume maritime, tel par exemple la dynastie Wu ou le royaume Ming, dont là vous avez les dates. La puissance de ces traditions navales, ainsi que l'économie qui leur était associée, surgissait chaque fois que ces régions méridionales avaient la possibilité de reprendre en main leur propre destinée. Ou lorsque, aussi, la faible présence étatique laissait le champ libre à l'initiative privée, comme cela a pu se passer aussi au XVIe siècle et au début du XVIIe siècle. En raison de l'environnement géographique et des conditions écologiques, la mer apparaît en effet dans certaines régions comme la seule voie possible pour la subsistance de la population et le gouvernement sera bien obligé d'intégrer cet élément. C'est finalement aussi sous la contrainte que le gouvernement impérial a définitivement intégré l'espace marin dans sa stratégie politique. L'impraticabilité des routes du nord-ouest menant vers les mondes indiens et méditerranéens à travers l'Asie centrale, soit en raison de l'instabilité politique des royaumes limitrophes, soit par la menace que certains d'entre eux faisaient directement peser sur la Chine, soit encore par la perte d'une partie du territoire à la suite des invasions, comme ce fut le cas sous la dynastie des Song, a opéré en fait un glissement de l'activité économique chinoise du nord vers le sud et donc vers la mer. Il a fut ainsi à partir des dernières décades du 8e siècle et plus encore sous la dynastie Song. L'intégration définitive des régions méridionales et leur interdépendance économique avec le reste du pays ont incité le gouvernement à incorporer définitivement l'espace marin dans ses politiques économiques et sécuritaires. L'interaction qui se développe progressivement à partir de cette époque entre, donc on est entre le 11e et le 12e et le 13e siècle,
dans l'interaction qui se développe progressivement à partir de cette époque entre les économies provinciales et asiatiques et plus tard mondiales, fut telle que même la politique restrictive des Ming a indirectement donné une impulsion non négligeable au commerce chinois en Asie, par le biais, donc, cette fois-ci par contre, de ces différentes diasporas. Bien que au pays, naturellement, il a complètement, les lois restrictives des Ming ont quand même, de ce côté-là, retardé l'essor donc naval des provinces donc, du sud-est. Peu d'informations nous sont parvenues au sujet de la navigation Presson. Toutefois, il est désormais admis que jusqu'à cette dynastie, donc 10e, 13e, la navigation vers les mers du Sud était avant tout l'affaire des étrangers, sur les bateaux desquels prenaient parfois place des marchands chinois. D'ailleurs, effectivement, donc sachez que, quoi qu'il en soit, qu'on a des vestiges de communautés chinoises en Asie du Sud-Est dès le 8e siècle. En revanche, une situation différente existait dans les mers orientales, mer de l'Est, mer Jaune et mer Bohai, donc tout au nord, où Coréens et Chinois empruntaient la voie maritime depuis longtemps, via le chapelet d'îles qui mène de Panglai, donc sur la côte nord du Shandong, jusqu'à la péninsule du Liaodong. Mais dès le 7e siècle, en raison de la dégradation des relations entre le Japon et le royaume de Silla, donc en Corée, des voies directes se développèrent, empruntées aussi bien par les ambassades japonaises que par les marchands natifs du Zhejiang et du Fujian, qui développèrent dès cette époque donc une production spéciale destinée à l'exportation. Sous la dynastie Tang, le contrôle des activités maritimes n'était pas encore complètement encadré par des lois trop restrictives, bien que les échanges étaient déjà pris dans un carcan de règlements monopolistiques. Le commerce avec les mers du Sud était avant tout canalisé à Canton et relevait des autorités locales, avec très peu de contrôle de la part de la cour. Le développement de ce port et de ces communautés étrangères est directement lié à l'essor du commerce dans l'océan Indien, après l'avènement des califats omeyyades et abbassides, donc entre le 7e et le 13e siècle, dont les conquêtes furent suivies de près par les marchands qui jouèrent un rôle prépondérant dans les échanges entre la Chine, l'Asie du Sud-Est et l'océan Indien, au moins jusqu'au XIVe siècle. Cette route était aussi contrôlée par les réseaux marchands musulmans et dynamisée donc par l'essor de ports intermédiaires en Asie du Sud-Est, dont Srivijaya, le plus important d'entre eux, sur la côte à Sumatra, où les principaux acteurs de ces échanges s'installèrent, y formant des communautés actives de ressortissants arabes, persans, chinois, etc. Contrôlé principalement jusqu'aux environs du XIVe siècle par les Arabes et les Persans, supplanté ensuite par les Chinois, la progression des transactions et du volume des échanges fut avant tout stimulée par les produits et le marché chinois. Ceci est particulièrement vrai à partir du Xe et XIe siècle, un dynamisme qui se maintiendra jusqu'à l'avènement de la dynastie Ming, qui imposera une nouvelle restructuration des échanges. Au fur et à mesure de l'accroissement des échanges maritimes et de l'amélioration des services qui en étaient en charge, il est possible de mieux cerner les politiques adaptées à ce sujet. D'un point de vue politico-économique, l'exploitation des trafics maritimes par les différents gouvernements s'est souvent apparentée à une forme de monopole, du moins pour les produits de luxe, avec naturellement plusieurs variantes, et ce jusqu'au premier souverain des Ming. Ces derniers, en revanche, entendent contrôler étroitement les activités maritimes et surtout assurer la sécurité du littoral par l'adoption de mesures restrictives, réduisant du même coup drastiquement aussi le montant des recettes générées pour l'État par ce secteur. Ceci n'avait absolument pas été le cas sous le gouvernement Song, toujours en quête de financement, et qui avait dès le début stimulé ces activités dont il tirait ses plus grands bénéfices, souvent de façon monopolistique. Cette libération, je dis bien cette libération entre guillemets, permit l'essor du commerce privé, qui finit par remplacer celui d'État et amena à la baisse du nombre d'émissions étrangères se rendant dans les ports de Chine, dont les activités furent plus alors assurées par les marchands chinois. Sous les Yuan, le commerce maritime fut tantôt libéralisé, tantôt restreint, voire même
totalement interdit pendant quelques années, mais largement ouvert, et définitivement ouvert en tout cas, à partir de 1322 et jusqu'à la chute donc, de la dynastie en 1668. La période qui va de la transition Tang Song à la dynastie des Yuan, voire même au début des Ming, si on veut, constitue un moment privilégié pour la marine chinoise, dont l'essor se profile dès le début du XIe siècle pour prendre toute son envergure vers la fin du XIIe. Le développement de la marine à cette période précise répond toutefois à l'urgence du moment, renforcer la défense maritime et engranger l'argent nécessaire à la survie de la dynastie. C'est en effet la course perpétuelle à l'argent qui a constitué la dynamique principale du développement économique et technique de cette époque et qui a stimulé l'innovation navale et militaire. Donc c'était la dynastie des Song qui, pour se défendre des attaques des Mongols, essayait donc par tous les moyens donc, de renforcer sa marine pour pouvoir résister à l'invasion mongole. Ce contexte chinois s'articule en parfaite synchronie avec ce qui se passait sur le pourtour de l'océan Indien, comme on a vu, où l'activité marchande était également fortement soutenue entre la seconde moitié du IXe et le début du XIIIe siècle. Au cours de cette période, la Chine intégra définitivement les territoires méridionaux et avec eux l'espace maritime limitrophe, se métamorphosant en une puissance maritime grâce à laquelle vont prospérer les différentes diasporas chinoises, aussi bien musulmanes que foukienaises et éventuellement du Guangdong aussi. La Chine, par sa production et sa consommation, constitua l'élément moteur des échanges au sein des économies asiatiques. Les institutions mises en place dans le cadre de la gestion des échanges maritimes avec les autres pays, en particulier le système tributaire, et l'établissement des surintendances maritimes qui encadraient les transactions commerciales finirent ensuite par modeler l'ensemble des échanges asiatiques jusqu'au moins le XVIIe siècle. Cette prise en compte de la mer par le gouvernement chinois n'eut pas que des implications commerciales. Elle permit aussi une intégration progressive du littoral dans le système sécuritaire de l'Empire. L'institution d'une marine permanente remontait aux Song, qui avaient compris l'importance des forces navales, sans lesquelles la réunification du pays n'aurait pu se réaliser. Ainsi, leurs premiers souverains veillèrent à l'établissement des troupes navales et à leur entraînement, sous l'impulsion donc des gens du Sud. Ces premières unités formèrent le noyau de la marine des Song du Sud, dont les unités sécurisaient des segments entiers donc, du littoral. À ce sujet, il est important de souligner la longévité donc, de la dynastie Song qui ne fut possible que grâce au développement de la marine, militaire comme marchande, dont la force de frappe finit néanmoins par se retourner contre elle, une fois mise à disposition du régime mongol. Pendant la dynastie mongole, la flotte n'a cessé de s'accroître, en particulier sous le règne de Kubilai, donc le tout début, en 1277-1295, pour soutenir les différentes campagnes militaires menées outre-mer par l'empereur et acheminer surtout aussi également les produits de première nécessité, principalement les grains, depuis le Jiangnan, donc la région autour du Yangtze, donc celle que je vous avais dit tout à l'heure autour de Shanghai, au nord de Shanghai, là par là, vers la nouvelle capitale donc, de la Chine, qui cette fois-ci s'était installée dans le nord, à Dadou, donc l'actuel Pékin. Des opérations militaires, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Kubilai organisa également donc, des opérations militaires montées à l'encontre du Japon, de la Birmanie, du Champa. Le Champa, c'est un État qui se trouve dans le centre du Vietnam, de la Nam, nord du Vietnam, et des Ryukyu et de Java. La dynastie Yuan, donc en raison de sa politique favorable au commerce maritime et au développement de la marine militaire, a, plus encore que les Song, soutenu l'activité donc dans les mers asiatiques. L'arrivée au pouvoir de la dynastie Ming confirma et poursuivit l'évolution navale entreprise avec les Song et les Yuan, mais surtout d'un point de vue militaire. En effet, en réponse à la menace que laissaient planer des flottes rebelles, son fondateur instaura une politique dite de défense côtière ou défense maritime, Haifang en chinois. Il s'agissait d'un ensemble de mesures prévoyant l'établissement d'un dispositif opérationnel censé protéger l'intégralité des rivages et les eaux adjacentes, comprenant la constitution et l'entretien d'une flotte, la restriction du commerce maritime dans le cadre du système tributaire
donc uniquement par le biais de missions des ambassades diplomatiques. La promulgation de règlements censés contrôler la population ainsi que les activités maritimes, beaucoup d'interdits, donc c'est la politique dite de prohibition maritime, Haijin, et dont l'objectif était d'éviter d'éventuelles collusions avec un ennemi posté au large ou venant de l'étranger, ainsi que des désordres le long du littoral. Il ne prévoyait en revanche aucune projection de l'action de la marine à l'étranger, comme cela avait été le cas pour la dynastie mongole, donc des Yuan, à l'exception donc des fameuses expéditions de Zheng He, mais qui pour moi finalement étaient, enfin moi je les considère quand même comme des expéditions diplomatiques plus que militaires. Il ne s'agissait pas de faire des expéditions militaires, enfin je veux dire c'était vraiment des missions diplomatiques. Dans la pratique, cette politique se traduisit par l'implantation d'unités navales et de postes de contrôle sur l'ensemble du littoral et l'instauration d'un service de garde-côte. Cette politique fut poursuivie à des degrés divers par ses successeurs, non pas les successeurs donc, du fondateur de la dynastie, et les premiers empereurs mandchous. L'usage du terme Haifang, donc défense maritime, ne commença toutefois à se répandre de façon plus régulière qu'à partir de la seconde moitié du XVIe siècle, lorsque les provinces orientales furent soumises aux attaques des fameux Woko, dont théoriquement, littéralement pirates japonais, mais qui en fait, dont les chefs au milieu du XVIe siècle, donc les chefs de ces Woko étaient avant tout des Chinois. Son emploi plus diffus reflète un changement de taille. À cette époque, la mer était devenue un terrain d'affrontement entre groupes marchands rivaux et entre escadres pirates antagonistes, et la mer était donc devenue un territoire qu'il fallait s'approprier. Cela obligea le gouvernement à repenser cet espace et surtout à délimiter et mieux contrôler les zones stratégiques, notamment certaines îles qui avaient été abandonnées à leur destin à la fin du XVe siècle. L'apparition et surtout l'emploi du terme « défense maritime » se présente ainsi comme le reflet des tensions apparues au XIVe siècle et plus systématiquement à partir du milieu du XVIe siècle sur le front oriental et méridional du pays. Parce qu'effectivement, les attaques des Woko avaient surtout touché donc, le littoral central, donc à partir du Yangtze jusqu'à l'est du Guangdong surtout. Dans l'historique de la défense maritime, le milieu du XVIe siècle constitue ainsi un point de rupture. Pour la première fois, la Chine était directement menacée par la mer. Cette nouvelle donne rappela aux gouvernants le caractère frontalier de ces régions, déjà signalé par le fondateur des Ming, puis négligé en raison de l'absence de danger pressant. D'importants débats s'engagèrent alors au sujet de la politique à adopter afin de sécuriser ce nouveau front. Son organisation militaire en fut la principale bénéficiaire. Les efforts portèrent en particulier sur une meilleure territorialisation des unités armées, qui augmenta leur opérationnalité et accrut leur rapidité d'intervention. La doctrine navale, en revanche, ne connut pas de changement significatif, et ce, malgré l'intensité des discussions et des analyses. Celles-ci se focalisèrent principalement sur une seule question tactique: fallait-il choisir une politique défensive à partir d'une ligne fixe constituée par les rivages continentaux, ou opter pour une approche plus dynamique en s'appuyant sur une flotte bien aguerrie censée intercepter l'ennemi avant qu'il ne débarque. Les finances tranchèrent indirectement le débat et la question relative à la constitution d'une flotte aguerrie ne fut reprise qu'à la suite de la guerre de l'opium, donc au milieu du XIXe siècle, et n'eut véritablement de répercussions concrètes qu'au XXe siècle, probablement plus par manque de financement que de volonté d'innovation. Les fonctionnaires et les officiers qui eurent à se pencher sur la question de la défense maritime au début des Qing, donc la dernière dynastie, qui commence donc en 1644, lorsqu'il fallut réorganiser économiquement et militairement le littoral sud-oriental, montrent qu'ils avaient parfaitement intégré donc, les leçons du XVIe siècle, du milieu du XVIe siècle, après les attaques donc, des Woko. En effet, si l'incorporation des îles les plus éloignées rencontrait encore quelques résistances, celles situées dans les eaux côtières furent pour les principales toutes investies par des contingents militaires d'importance variable naturellement suivant l'intérêt stratégique de leur position. La mise en place
de ce cordon extracontinental fut le résultat de l'expérience et de la dynamique qui caractérisa le début de la dynastie Qing, une fois la paix revenue. Il faut dire juste que les Mandchous eurent à affronter donc un régime dissident au sud de la Chine, donc, qui se revendiquait donc de la dynastie des Ming encore, et qui en fait était un régime maritime organisé et donc dirigé par une famille du Fujian. Si j'ai insisté, donc pour finir, hein, je dirais juste que si j'ai insisté avant tout sur la période qui, du Xe au XVIIe siècle, si j'ai insisté sur la période qui va en fait du Xe au XVIIe siècle, c'est parce qu'au cours, c'est vraiment au cours de cette période que le gouvernement chinois commence à prendre définitivement en compte l'espace maritime et côtier et finit par l'intégrer donc à son système sécuritaire. Une étape qui ne sera vraiment véritablement franchie qu'à partir du milieu du XVIe, donc on a vu avec la crise des Wokou, puis consolidée par le régime mandchou au début du XVIIIe siècle, bien que la marine n'obtiendra jamais les moyens de ses ambitions, à cause donc de problèmes financiers. S'il faut caractériser cette longue période, je dirais que du Xe au XVe siècle, c'est l'époque du commerce, en gros, voire de la diplomatie, même si la marine militaire aura ses heures de gloire, en particulier lors des conflits qui opposent donc la dynastie des Song aux Mongols, tandis que le XVIe, XVIIe siècle, jusqu'au début du XVIIIe, en gros, hein, correspondent d'un point de vue du gouvernement à une réelle prise en compte de la sécurité du littoral et des mers adjacentes, et donc au développement d'une marine militaire plus stable et plus organisée. Donc voilà, donc 20 minutes sont très courtes, donc j'ai fait très vite, j'espère quand même que vous avez saisi le principal de mon discours, et en tout cas, donc je vous donne rendez-vous tout à l'heure hein, pour le moment de discussion où on pourra justement éventuellement donc parler aussi d'autres thématiques que je n'ai pas soulevées ici, comme par exemple l'interdiction maritime, etc., parce que je n'avais pas le temps de rentrer dans les détails. Donc, écoutez, à tout à l'heure et merci.